Chantal indique qu'on est correct, on pourrait y aller. Oui. Alors, donc, reprise de la réunion publique du Conseil. 5. Audition des contribuables délégations. 5.1. Présentation des services. 5.1.1. La stratégie d'éducation autochtone au Conseil scolaire catholique Mon Avenir. La présentation se trouve à la page 26. Monsieur Blais. Merci. Donc, tantôt, on les a nommés, mais là, je profite de l'occasion pour leur souhaiter la bienvenue. Donc, on accueille ce soir Carol Wilson, qui est direction de la programmation au palier secondaire, également leader de l'efficacité au secondaire. Et nous accueillons aussi Debbie Callan, qui est conseillère pédagogique au service de la programmation et responsable du dossier PNMI. Donc, mesdames, merci beaucoup d'être là en ce beau mercredi soir. Je vais céder la parole à la surintendance Kozak qui voudra peut-être mettre la table. Merci, Monsieur le Directeur, et bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être là avec vous ce soir pour vous présenter la stratégie d'éducation autochtone au Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Debbie Callan pour la reconnaissance du territoire. Pardon, est-ce que vous allez l'afficher? Alors, Mme Callan, Mme Perron affiche, alors tu n'as qu'à lire sur le Zoom. OK. Juste un moment, s'il vous plaît. Ça va? C'est beau, Mme Perron, merci. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le remerciement du territoire, je vais juste me présenter. Alors, je vais me présenter dans la langue de mes origines, Anishinaabwan. Alors, Annie Bosso, bonsoir. Debbie Nishnikov, Sturgeon Falls, Dunjiba. Weptifo Mina Anishinaabe. Chimigwich Gizimanidu. Gika Ganan, Anishinabeka, Hima Diziwin. Alors, je me suis présentée. Je suis Debbie Callan, originaire de Sturgeon Falls. Mes ancêtres sont francophones, irlandais et autochtones. Et aussi, je viens de remercier le Créateur de nous guider vers la bonne vie. Alors, merci de cette occasion aussi de nous laisser présenter la stratégie de l'éducation des Premières Nations Métis Inuits. Alors, je vais faire le remerciement du territoire Ontario, mot Huron qui signifie lac magnifique, ou mot Iroquois, Canadario, pour les eaux scintillantes de ces 5 grands lacs. Ce territoire ajoute de ses richesses. Nous remercions tous les peuples autochtones de cette région, de l'île de la Tortue d'autrefois et d'aujourd'hui pour le partage de ce beau territoire. Miigwech. Alors, je vais passer la parole à Mme Gina. Et puis, mais juste une petite... souvent, on se pose la question pourquoi on fait le remerciement du territoire. Et puis, c'est quelque chose que mes ancêtres et qu'on fait quand on se rencontre pour remercier la terre et l'eau pour tout ce qu'elle nous a donné. Mais maintenant, quand elle est faite dans nos écoles ou lors de nos rencontres, c'est vraiment un geste de respect envers les peuples autochtones et aussi pour cheminer vers la vérité et la réconciliation, les appels à l'action. Alors, je passe la parole à Mme Gina parce qu'elle va vous parler un petit peu plus de les appels à l'action. Merci. Gina, peut-être juste avant de débuter, Debbie, je ne sais pas si tu as des écouteurs, mais c'était un petit peu saccadé quand tu parlais. Donc, quand tu vas reprendre la parole, je ne sais pas si tu as un plan B, là, mais ça serait peut-être à considérer. Gina? Merci, Monsieur le Directeur. Alors, en effet, j'ai le plaisir de vous parler du plan d'action
2021. Alors, on peut avancer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Excellent, merci. Alors, comme vous le savez, le ministère de l'Éducation de l'Ontario s'engage à améliorer l'éducation des élèves des Premières Nations, Métis et Inuits en demandant au Conseil scolaire de l'Ontario d'élaborer un plan d'action qui est inspiré des appels à l'action 62 et 63, et ceci tiré de la Commission de vérité et de réconciliation. Dans le plan d'action du Conseil scolaire Catholique Mon Avenir, nous misons sur l'importance d'intégrer dans notre enseignement, dans les programmes cadres, les grands sujets touchant les pensionnats, les traités, ainsi que les contributions historiques et actuelles des peuples autochtones à l'histoire du Canada. Également, nous préconisons la compréhension et la communication interculturelle afin de développer l'empathie et le respect parmi nos communautés, tant Premières Nations Métis Inuits que tous les autres élèves du Conseil. Nous pouvons avancer. Alors, notre objectif, nos objectifs sont basés sur 4 grands axes. Le premier axe, le premier objectif vise vraiment une harmonisation, une clarté dans nos directives, dans nos pratiques et dans les protocoles pour que tous les membres du personnel puissent adéquatement soutenir tant le bien-être que le rendement scolaire des élèves. Le deuxième axe touche au développement professionnel, c'est-à-dire d'offrir des formations qui sont rigoureuses, qui sont à point et d'actualité pour continuer à outiller nos membres du personnel dans l'accompagnement et dans l'intégration de la stratégie au quotidien. Le troisième axe, c'est les liens. Ce sont les liens que nous créons avec nos familles pour promouvoir l'engagement entre nos familles et les collectivités autochtones, et ce, toujours dans un climat de respect mutuel. Et le dernier axe vise vraiment le pistage ou suivre les progrès des élèves des Premières Nations Métis Inuits pour assurer l'équité, mais aussi l'excellence parmi tous nos élèves. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Wilson qui va vous élaborer quelques exemples pour chacun des grands objectifs du plan d'action. Mme Wilson. Tu es en sourdine, Mme Wilson. Merci. Désolée. Bonsoir tout le monde. Donc, merci Mme Gina. Je vais rentrer, comme Mme Kozak a dit, un peu plus en profondeur avec des exemples pour chaque axe du plan d'action. Donc, si on peut passer à la prochaine diapo, Mme Perron. D'accord. Donc, l'objectif 1 est vraiment de mettre en place des politiques et des directives administratives pour guider les intervenants au conseil et dans nos écoles. Par exemple, cette année, en équipe avec Mme Déby, Mme Gina, on a travaillé à plusieurs reprises une directive administrative qui est encore à l'état d'ébauche, presque terminée, pour vraiment préciser le rôle et les responsabilités des écoles, premièrement du système, des services, de la programmation, de l'ensemble des services, et aussi de préciser le rôle des directions d'école, des enseignants, face à l'enfant qui apprend dans nos écoles, les enfants qui sont autochtones, des Premières Nations Métis et Inuits, mais aussi pour l'ensemble de nos élèves dans les écoles. Donc ça, c'est un gros morceau qu'on travaille cette année au niveau des politiques. On continue aussi à souligner vraiment tous les moments importants dans nos écoles. Par exemple, comme Debbie a fait tantôt, la reconnaissance du territoire. On encourage les écoles à chaque matin, avant la prière, de
faire la reconnaissance du territoire, à apprendre aux élèves la signification et comment bien s'y prendre. On continue aussi à souligner la journée du chandail orange et des activités dans le cadre du mois de l'histoire autochtone. On peut passer au prochain objectif. Merci. Le deuxième objectif, vraiment, c'est mon bébé, c'est d'accroître la capacité professionnelle du personnel enseignant et non enseignant face à toute l'initiative de l'éducation des Premières Nations, Métis et Inuits. Cette année, on a offert plusieurs accompagnements personnalisés dans les écoles. Et on offre aussi, même que demain, un groupe de direction vont participer à une journée de formation sur les perspectives historiques et contemporaines autochtones pour vraiment réfléchir à continuer à aligner et à intégrer des occasions d'apprentissage qui vraiment reflètent la perspective autochtone. Donc, j'ai mentionné le deuxième point, on a des services d'accompagnement ciblés et personnalisés. Par exemple, on a des enseignants pour la première fois qui enseignent le cours des Premières Nations autochtones ou un cours de langue autochtone. Donc, Debbie, les conseillères pédagogiques, avec l'aide de Debbie et des partenaires externes, vont travailler avec les enseignants pour bien intégrer l'ensemble des protocoles, des perspectives correctement. Et puis aussi, on continue toujours sur le plan systémique à faire des achats de ressources qui sont vraiment authentiques, qui sont créés par les différents écrivains et peuples autochtones et reconnus. Par exemple, cette année, on a fait l'achat de trousses, Passe à l'action, pour appuyer les enseignants à intégrer les différents concepts. On peut passer au prochain. Donc, le troisième objectif, c'est d'accroître l'engagement des familles et des collectivités autochtones, évidemment pour développer cette compréhension interculturelle entre écoles, entre familles, entre élèves, entre services. Dans un premier temps, on travaille de près avec le comité d'éducation autochtone pour l'élaboration du plan d'action qu'on fait à chaque année. Donc, on consulte une équipe à voir vraiment le pouls d'une équipe pour bien représenter l'ensemble des collectivités dans nos actions par rapport à la stratégie de l'éducation autochtone au Conseil. Aussi, on continue de mettre en place des protocoles de transition pour les élèves qui sont autochtones. Par exemple, un élève de la 12e année qui fait demande un programme collégial ou universitaire, surtout Debbie, dans son rôle au conseil, va rencontrer l'élève, va travailler avec le conseiller en orientation de la famille, de l'école et la famille pour pouvoir vraiment assurer une transition souple pour l'élève et lui offrir le meilleur là, qui est disponible pour cet élève-là. Ensuite, un troisième point qu'on continue à développer avec nos écoles, c'est vraiment la compréhension interculturelle par le biais de partenariats authentiques avec les familles et les différentes collectivités locales. Évidemment, nous, notre rôle au service, on encourage les écoles à développer, on a tellement un grand territoire, donc on encourage les écoles à développer des partenariats locaux avec les différents organismes de santé, de santé, les différents centres communautaires, etc. Et puis, une fois que ces partenariats-là sont créés, ils peuvent travailler directement avec l'école, avec l'appui de Mme Debbie. Aussi, dans un deuxième temps, lorsqu'il y a un besoin plus spécifique au niveau de
d'une stratégie d'enseignement ou d'un protocole à mettre en place face à l'éducation autochtone dans une école. On va souvent travailler avec la famille, qui, par après, elle, la famille, travaille avec sa propre collectivité locale, qui peut vraiment venir nous appuyer et nourrir et même accroître la capacité de nos enseignants dans les écoles. Donc, je vais passer pour le 4e point, je vais passer la parole à Mme Debbie. OK, j'ai mis mon casque là, j'espère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. OK, alors, encore avec accroître l'engagement avec les communautés, on a commencé, oh non, on peut aller à la prochaine diapo. On a commencé quelques années avec nos partenaires un projet, qu'est-ce qu'on appelle le projet de la ceinture Wampum. Je vous dis, les écoles ne le savent pas encore, c'est une surprise qu'ils vont recevoir. C'est en lien avec la reconnaissance du territoire. C'est encore pour démontrer que nos écoles posent un geste de respect. Cette peinture-là qu'ils vont recevoir, c'est vraiment, ça montre qu'ils reconnaissent les peuples autochtones de leur territoire. La raison pourquoi on a utilisé la ceinture Wampum, un plat à une cuillère, qui est Gadu Naganina, c'est vraiment, c'est parce que c'est un traité qui a été fait avant l'arrivée des Européens entre les peuples autochtones pour le partage de la terre. Et puis le plat représente, elle représente la terre et la cuillère représente les personnes. À cause de le territoire dont se trouve tout notre conseil, on a utilisé la ceinture Wampum pour nous unifier parce qu'elle elle représente tous les grands lacs et le nord-est, etc., de la région. Alors, les écoles vont recevoir ça. L'artiste qui est aussi un membre d'une de nos collectivités, s'appelle Josie Thomas et il est Mohawk de 6 Nations. Alors, on espère de pouvoir donner ces belles peintures-là, d'avoir une célébration avec l'école une fois que COVID parte. En tout cas, juste un petit aperçu là, de notre de qu'est-ce que un des projets pour la reconnaissance des territoires. On peut passer à la prochaine. OK, alors le 4e objectif englobe vraiment les 3 autres objectifs, mais ici, c'est vraiment, on regarde des activités d'apprentissage. Quand on parle d'activités d'apprentissage, c'est toujours qu'est-ce qui rejoint le programme cadre. Parce que quand on regarde l'ensemble de l'éducation autochtone, c'est quelque chose qui est intégré de façon journalière et pas juste une activité ponctuelle qu'on fait. Alors, on travaille beaucoup avec ces activités d'apprentissage-là, même dans les différents programmes au secondaire comme la MHS, l'IB, etc. Mais c'est vraiment l'intégration du savoir autochtone qui est aussi une approche holistique, hein, qui englobe l'émotionnel, l'intellectuel, le physique et le spirituel. Quand on parle du soutien et l'intervention précoce, ça c'est à travers nos rencontres d'équipes collaboratives, nos communautés d'apprentissage pour le pistage des élèves. Puis ici, en lien avec le cadre, c'est vraiment de s'assurer de la réussite de nos élèves, le rendement des élèves qui atteignent la norme provinciale et aussi d'obtenir le taux de diplomation, d'augmenter le taux de diplomation dans nos écoles quand on regarde à ça. Et on peut passer à la prochaine. Juste parce que je sais qu'il y a, je crois qu'il y a des nouveaux conseillers scolaires depuis qu'on a présenté 2 ans passés. Alors, juste pour vous laisser savoir qu'il y a quand même un module, le module 16, pour vous appuyer pour une gouvernance efficace.
comme conseiller scolaire. Alors, c'était juste pour faire le point sur ça. Et puis, pour terminer, juste pour mettre le point sur le cheminement de la vérité et la réconciliation. Et de comprendre, cette citation représente vraiment la position des peuples autochtones. Alors, la réconciliation devrait ouvrir la porte pour dire, voici votre chance d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur nous, afin que votre groupe puisse comprendre. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que nous croyons. Nous ne cherchons pas à prendre le pouvoir. Nous essayons tout simplement d'atteindre une sorte d'équilibre parce que nous ne sommes pas en équilibre. Alors, Chi-miigwech, merci beaucoup de nous avoir laissé présenter qu'est-ce qu'on fait à notre conseil. Merci. Merci beaucoup, Gina, Debbie, Carole, encore, mesdames, pour votre présence ce soir, mais surtout pour partager avec nous ce que votre grande équipe fait pour soutenir nos élèves PNMI, assurer leur succès académique, leur réussite et leur épanouissement. Et le beau travail que vous faites également auprès de nos équipes écoles pour appuyer et sensibiliser nos éducateurs. Donc, très apprécié. Merci. Il y a peut-être des questions, par contre. Je vous ai remercié peut-être un petit peu trop vite. Oui. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, j'en ai une. Oui, conseiller Jansen. Et merci. Merci pour la présentation. Comme vous le savez, certains d'entre nous ont participé jeudi passé à la deuxième partie de notre formation qui traitait cette fois-ci de la discrimination anti-autochtone. Donc, c'était un très bon exercice, un très bon atelier. Je m'étais écrit dans la marge de mes notes quelques questions, mais je crois qu'avec cette présentation ce soir, j'ai eu beaucoup de réponses, mais on peut se rendre compte quand même quand on écoute les autres participants à cet atelier que tous les conseils ne font pas exactement tout de la même façon. Et donc ça, c'était bien à savoir, mais je crois que dans certains conseils, il y a probablement beaucoup plus d'autochtones qui sont sur les bancs d'école. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus encore forts sur cette partie-là de l'enseignement de nos élèves. Mais j'aimerais quand même savoir, dans la présentation de ce soir, vous avez parlé d'un conseil d'éducation autochtone. C'est quoi juste, qu'est-ce que vous faites à ce conseil? Parce qu'il y a certains conseils qui ont un comité de conseil scolaire avec je crois, des profs et peut-être des parents qui traitent de tout le dossier. Alors, j'aimerais savoir si dans le futur, vous croyez que dans notre conseil, on devrait avoir ce genre de discussion un peu plus approfondie pour qu'on soit mieux positionnés, nous autres. Merci pour votre question. Debbie, voulez-vous parler de la composition du comité, s'il vous plaît? Oui, alors, c'était un comité consultatif avant, et bonjour, M. Jensen. C'était un comité consultatif. Maintenant, ce n'est plus un comité consultatif. C'est un comité d'éducation. Alors, c'est vraiment le comité qui dirige le plan d'action et évalue le plan d'action du conseil. Et puis, on a ces rencontres-là depuis 2015. Nous avons, sur le comité, nous avons des parents, des enseignants, des directions. On a des membres de la communauté autochtone de différentes collectivités et aussi des membres de la nation métisse. Un des défis, juste pour te dire, un des défis qu'on avait avant, c'était que les personnes devaient être francophones. Alors, on avait un petit peu de difficulté au début de trouver des personnes francophones, mais maintenant, on a un comité très fort. On a aussi, d'habitude, on a un élève et on a toujours un agent de liaison aussi qui participe à notre comité. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Oui, merci. Ça répond. Merci, Dominique. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Je veux juste ajouter, donc j'avais la même question. Donc, merci pour les précisions. Parce qu'au cours de notre formation de la semaine dernière, nous avons entendu constamment l'importance de consulter la communauté des Premières Nations avec notre plan d'action, mais aussi sur l'évaluation de nos services. Donc, est-ce que j'ai bien compris, Debbie, que il y a aussi des évaluations de notre plan d'action par ce comité d'éducation? Oui, en effet. D'habitude, on se rencontre 2 fois par année. Cette année, on va se rencontrer 3 fois. Et notre prochaine rencontre, c'est l'outil d'évaluation pour voir comment est-ce qu'on a pu intégrer qu'est-ce qu'il y avait dans le plan l'année passée et puis qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer cette année. Excellent, merci. Donc, je pense qu'il y a un intérêt avec nos rôles et responsabilités maintenant de revoir ce genre d'évaluation dans le futur. Donc, j'attends toujours de vous écouter encore une autre fois. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions? Je ne vois pas. Dernier mot de fin, M. Blais? Merci encore de votre présence. On a beaucoup apprécié et oui, effectivement, on serait intéressé de vous accueillir à nouveau à un moment donné pour nous parler justement de ce processus d'évaluation et des résultats. Alors, merci. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Mme Wilson, Mme Debbie. Merci. Oh, c'était un plaisir de vous voir. Bonne soirée. OK, donc on continue. Numéro 6, adoption des procès-verbaux. 6.1, adoption du procès verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 27 janvier 2021. Le procès-verbal se trouve à la page 38. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 27 janvier 2021 sous la forme présentée. Un proposeur, conseillère Grenier, et j'ai vu la conseillère Thibodeau pour appuyer. Merci. Monsieur le directeur. Merci. Pas d'ajout, à moins de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un contre cette motion? Je ne vois pas, donc c'est adopté. 6.2, adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 16 février 2021. La motion est que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 16 février 2021 sous la forme présentée. Un proposeur. Conseiller Papillon. Et appuyé par conseillère Thibodeau. Monsieur le directeur. Merci. Juste pour vous rappeler que c'était une rencontre huis clos très restreinte, donc si vous avez des questions, ce ne serait pas le forum. Merci. Donc, je demande le vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre cette proposition? Je ne vois pas. Donc, c'est adopté. 7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil. Voir le tableau à la page 52. Monsieur le directeur. Merci. Donc, vous allez voir qu'il y a seulement un élément. On avait demandé de partager avec vous le communiqué qui annonçait l'approbation pour aller de l'avant avec le projet à Sainte-Trinité. Donc, cela a été fait et l'élément va être retiré du tableau. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas. Donc, on continue. Numéro 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. 9.1, rapport de la séance à huis clos du Conseil du 27 février 2021. Donc, la proposition est que le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du Conseil du 24 février 2021. Un proposeur,
Conseiller Blair. Puis un appuyeur. Conseiller Grenier. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, donc tous en faveur, tous ceux qui sont contre cette proposition. Je ne vois pas, donc c'est adopté. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. 9.2.1, réunion du comité de travail du 10 février 2021. 9.2.1.1, rapport DIR 0402-2021, rapport statistique de fin d'année au Bureau de commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Et la motion est que le Conseil approuve le rapport DIR 0402-2021 intitulé Rapport statistique de fin d'année au Bureau de commissaire à l'information et à la protection de la vie privée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Un proposeur, conseiller Papillon, puis appuyé par conseiller Janssens. Monsieur le directeur. Merci. Donc, juste un rappel pour vous et une information pour les membres du public qui pourraient être en train d'écouter la télédiffusion, que nous avons l'obligation légale de soumettre un rapport au bureau du commissaire annuellement. Et donc, la directrice exécutive vous avait fait part des statistiques qu'on devait soumettre. Si vous avez des questions par rapport à ce rapport, je suis certain que la directrice exécutive Jolie, ça fera un plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un contre cette proposition? Je ne vois pas, donc c'est adopté. Merci. 9.2.1.2, rapport DIR 0302, politique PSE.7, les programmes du baccalauréat international. La motion est que le Conseil approuve la politique PSE 7, les programmes du baccalauréat international selon le rapport DIR 0302-2021 intitulé PSE 7, les programmes du baccalauréat international. Un proposeur. Conseillère Dufour-Seguin et appuyé par, j'ai vu le conseiller Brideau. Merci. Monsieur le directeur. Merci. Alors, vous vous souviendrez que c'était une révision de la politique. Nous avons apporté à votre demande deux changements mineurs, notamment on mentionnait dans l'ancienne politique l'offre de programme au palier secondaire seulement. Et depuis, ces programmes de l'IB avaient été étendus dans quelques écoles du palier élémentaire. Et donc, si vous avez des questions par rapport à cela, je suis certain que la surintendance Kozak, ça fera un plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Mme Kozak? Je ne vois pas, donc ce fut une excellente présentation au comité de travail. Merci. Donc, il n'y a pas de questions. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un contre cette proposition? Je ne vois pas, donc c'est adopté. 9.2.1.3, rapport PLA 0302-2021, ajustement des zones de fréquentation scolaire des écoles élémentaires catholiques Georges-Étienne-Cartier, du Bon-Berger et du Sacré-Cœur. La motion est que le Conseil approuve les secteurs de fréquentation scolaire tels que présentés dans le rapport PLA 0302-2021, intitulé « Ajustement des zones de fréquentation scolaire des écoles élémentaires catholiques Georges-Étienne-Cartier, du Bon-Berger et du Sacré-Cœur ». Un proposeur, conseillère Godbout, et une appuyeur, conseillère Dufour-Seguin. Monsieur le directeur. Merci. Alors, vous vous souviendrez qu'au printemps dernier, la table du Conseil avait accepté de
de permettre un exercice qui nous permettrait de revoir les zones de fréquentation scolaire. En raison de COVID, nos consultations ont été quelque peu retardées, mais la surintendance Iskander et l'équipe ont mené des consultations virtuelles au début de l'hiver. Et donc, vous vous souviendrez qu'au comité de travail, elle vous a présenté les données ainsi que les commentaires des parents qui étaient impliqués. Et si vous avez des questions par rapport à ce rapport, la surintendance Iskander se fera un plaisir de répondre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non? Donc, je ne vois pas. Donc, tous en faveur pour cette motion. Excuse. Qu'est-ce qu'il y aurait quelqu'un contre la motion? M'excuse. Contre. Je ne vois pas, donc c'est adopté. 9.2.1.4, rapport PLA 0402-2021, rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires. Et la motion est que le conseil n'approuve pas la propriété mise en disponibilité par le Toronto District School Board telle que décrite dans le rapport PLA 0402-2021 intitulé Rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires et agences provinciales et pour laquelle le conseil ne manifeste aucun intérêt, soit Bannockburn Public School. Un proposeur, conseillère Thibodeau et un appuyeur, conseillère Thibodeau. Monsieur le directeur. Merci. Donc, à la réunion du comité de travail, on vous avait présenté une seule propriété, celle que vous avez nommée Bannockburn Public School, puisqu'elle ne répond pas aux besoins du CSC Mon Avenir. L'administration recommandait que le conseil n'approuve pas la propriété ou qu'on fasse une preuve d'intérêt. S'il y a des questions, la surintendance Iskander pourra vous éclairer. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Je ne vois pas. Donc, j'aimerais partager un commentaire. C'est difficile de démontrer un intérêt pour une école qui a un contrat de location seulement pour 1 an. Donc, ce serait intéressant de continuer à suivre les autres dossiers de ce conseil. Donc, est-ce qu'il y aura quelqu'un contre cette motion? Merci. Je ne vois rien, donc c'est adopté. 10. Étude des rapports des membres de l'administration. 10.1. Rapport CDA 0302-2021, comité d'admission. Le rapport est à la page 56. Monsieur le directeur. Merci. Je vais céder la parole à la surintendance Iskander. Merci beaucoup. Donc, comme vous voyez, on continue de faire des comités d'admission pour cette année scolaire et on commence aussi les comités d'admission pour la prochaine année scolaire. On est en pleine période d'inscription, puis les directions font plusieurs rencontres virtuelles avec les nouvelles familles qui veulent inscrire leurs enfants. Si vous avez des questions, des commentaires, il me fera plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires, questions? Je ne vois pas. Donc, on continue. Merci. Merci, mesdames. 11. Affaires courantes. La pause CSC. Il n'y a pas d'autres enseignements pour partager avec vous ce soir. La prochaine rencontre du CA sera en mars, le 9 mars. S'il y avait des questions par les membres, je suis prête à répondre à des questions. Non, je ne vois pas, donc on continue. 12. Présentation sans objet. 13. Compte rendu mensuel des membres du conseil. 13.1 pour la présidence. Donc,
En tant que... J'ai perdu une page. Voilà. Excuse. En tant que présidente du conseil, les rencontres avec le Mayo chaque lundi continuent. Nos réunions chaque lundi avec le ministre Lachey se sont poursuivies ce mois-ci. Les points principaux ont été une mise à jour de la recherche de données et des cas COVID dans toute la province, de nouvelles procédures de dépistage pour les écoles, de nouveaux certificats temporaires d'enseignement pour ceux qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme, de nouveaux procédures intensives élargies dans les écoles avec l'obligation pour les conseils scolaires d'identifier un certain nombre d'écoles chaque semaine pour les tests de dépistage sur place, de nouvelles pratiques d'embauche des enseignantes et la deuxième poussée de financement fédéral dans environ 10 différentes enveloppes budgétaires. Donc, je ne sais pas si le conseil a eu la chance de faire des demandes, mais ça a été mentionné à la rencontre 3 semaines passées. Le 18 février 2021, ici dans la région, il y a la Greater Niagara Chamber of Commerce. Donc, j'ai eu la chance de participer à une réunion de dirigeants d'entreprises du Niagara qui inclut tous les niveaux, éducation, les collèges, l'université. Il y avait aussi du monde du gouvernement local, municipal, du monde des affaires. Donc, la session était avec Erin O'Toole, qui a également invité à poser des questions en français. Donc, ma question portait sur la modernisation de la loi sur les langues officielles et la position de son gouvernement. Malheureusement, j'attends toujours la réponse parce qu'il a manqué du temps. Il y avait tellement de bonnes questions. J'ai reçu un courriel que je vais recevoir une réponse de son part dans les prochaines couples de semaines. Et aussi le 27 février, ce vendredi, Sophie Fran aura leur dernière célébration du mois de l'histoire des Noirs. Le gala annuel Festive Eben sera tenu en mode virtuel ce vendredi soir. Le Centre francophone du Grand Toronto aura leur gala annuel le 6 mars. Pour les deux organisations, ils m'ont demandé de soumettre un court clip vidéo à l'appui de leur célébration. En tant que présidente aussi, je suis en train de créer un journal des activités suite à des commentaires. Donc, j'ai commencé à écrire un journal. Je vais vous envoyer ça pendant le week-end. Donc, ça juste donne une perspective de le travail de la présidence et la vice-présidence, et avec notre DG et avec notre secrétaire. Donc, les suivis qui se sont faits presque chaque jour ou chaque semaine. Donc, c'est un document que je vais vous partager peut-être par le week-end. Et ce sera un plaisir d'en discuter si vous avez des questions. En tant que la conseillère scolaire pour ma région, on a eu notre dernière porte ouverte virtuelle à l'École secondaire catholique de Saint-Jean de Brébeuf le 4 février. Les présentations étaient suivies de nombreuses questions et réponses par les parents. Donc, il y avait beaucoup d'énergie pendant la rencontre et ça a pris plus que 2 heures, je crois. Le 18 février, le Centre géologique s'est réuni pour élaborer les divers dossiers, incluant notre budget pour 2021-2022. Donc, le Centre géologique n'est pas sur un même genre de budget que les conseils. C'est un genre de budget avec le transfert de paiement. Donc, nous avons déjà fait une soumission au ministère. Et comme mentionné, on avait eu la formation vendredi passé sur l'éducation autochtone. Et pour moi, demain, j'ai aussi la formation. Je vais participer à un autre webinaire avec Disquestitis, la relation CA et DG, créer une synergie et une culture imputabilité. Donc, ça va être un plaisir de voir Pierre Bobo encore une autre fois. Merci, c'est tout pour moi.
Est-ce qu'il y a d'autres conseillers? Conseiller Brideau. Bon, à titre d'information, je vais commencer par ceci. J'ai quelques parents qui m'appellent, qui me disent, bien, M. Brideau, on ne vous voit pas la fraise. Alors, j'ai dit, bien, écoutez, je ne peux pas tout vous expliquer pourquoi, que je suis un peu restreint, mais pour vous, je peux vous l'expliquer. C'est que pour commencer, demain, qui est le 25, mon épouse a été opérée le 25 février 2020. Et l'opération avait 2 étapes. Une opération, quelques semaines après, une autre opération pour compléter l'opération. Malheureusement, quand j'ai entendu que la pandémie était à côté de nous, j'ai sorti mon épouse avec l'autorisation de la chirurgienne. Et puis là, elle est confinée depuis 1 an. Là. Alors, moi, je dois surveiller pour être certain qu'on n'a pas le virus. Mon épouse, elle a 80 ans. Moi, j'ai 79, pour ceux qui veulent savoir. Alors, dans tout ça, j'ai dit, bien, je vais protéger mon épouse tout en continuant comme conseiller. Et puis, je peux juste communiquer avec les parents ou les élèves, s'il y en a qui m'appellent, ou qui que ce soit, par téléphone ou par ordinateur. Alors, mais j'ai beaucoup de temps sur les bras. Alors, il y a une personne qui m'a appelé, m'a demandé si je voulais vivre le parcours de Alpha catholique. C'est sur l'ordinateur, oui. Tu vas aimer ça, ça ne prend pas trop de temps. Alors, j'ai vécu le parcours qui a duré environ, on dépense 1 heure ici, puis 1 heure là, puis une demi-heure là. Alors, à peu près 10 semaines, j'avais complété le parcours. Je peux vous dire que le parcours Alpha catholique est toute une découverte. La science est mêlée dans ça. J'ai mieux compris la vraie religion catholique qu'on existe aujourd'hui. Et puis, mes collègues qui voudraient le vivre, là, si vous voulez vivre le parcours Alpha, contactez votre paroisse, demandez si le parcours existe. S'il existe, enrôlez-vous. Vous allez voir que c'est vraiment une découverte. Et puis, s'il n'existe pas, bien, appelez mon curé à ma paroisse parce que nous, on l'a. Et puis, ça avance tranquillement. Et puis, je ne peux pas trop vous dire de secret là-dessus, mais c'est toute une procédure et c'est une éducation très approfondie de comprendre sa propre religion. Merci, Madame la Présidente. C'est tout ce que je voulais vous dire. Puis, je vais continuer à être confiné jusqu'à temps que la 2e opération, la chirurgienne ne peut pas opérer mon épouse durant la pandémie. C'est trop dangereux de la rentrer dans un hôpital pour minimum 5 autres jours. Le vaccin, on ne l'a pas. Alors, voilà. C'est pour ça que des fois, vous ne me voyez pas la face trop souvent. Il y en a qui me font comme étant un peu disparu dans ma communauté, mais je suis encore là. Le Centre communautaire francophone, que je suis vice-président, ex-président, il est fermé. On l'a fermé parce qu'on ne veut pas répandre le virus. Alors, vous pouvez juste me joindre par téléphone ou par courriel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour ce partage. Oui, je comprends les grands défis maintenant, même. Nos clubs culturels sont fermés, nos paroisses sont fermées. C'est un grand défi. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y avait d'autres conseillers scolaires? Conseillers scolaires? Je ne vois pas. Oh, oui. Je vais juste faire un ajout pour vous, Monsieur le conseiller Brideau. Ben, moi, je l'ai fait le parcours Alpha il y a 3 ans. Et c'est parce que à la paroisse où Juliette a fait sa confirmation, c'était offert aux parents. Donc, la paroisse l'offrait. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres paroisses qui faisaient ça. Donc, il y a beaucoup de parents qui ont fait leur parcours Alpha parce que ça venait avec la confirmation des élèves de 7e année. Merci. Le défi avec pas de paroisse ou pas de messe, donc je ne sais pas si
Monsieur Blais, on pourrait demander à Sébastien de faire un suivi avec les paroisses. Je te laisse. C'est noté. Je m'excuse, Merci. monsieur Lacroix est déjà impliqué. OK. Il est venu voir notre communauté, il est déjà Oui. impliqué, puis il est très au courant de ces situations. Oui. Juste pour que vous sachiez, Juste pour... Ouais. nous avons envoyé une lettre qui est co-signée par le père Georges et moi-même pour inviter les membres du personnel de la région de Durham à participer s'ils veulent, mais on va certainement voir si c'est offert ailleurs. Ailleurs, oui, s'il vous plaît. J'ai jamais rien vu dans la région de Niagara. Merci. Donc, je ne vois pas d'autres commentaires, donc je passe la parole à notre... conseiller Lévesque. Oui, oui. Il y a eu une réunion virtuelle avec le beau maire de Hamilton. J'ai laissé savoir que c'est que on avait eu des informations du développeur, que c'est qu'il avait donné ses plans à la ville et que la ville j'ai demandé au maire que si les plans étaient envoyés tout partout à tous les différents comités de faire certain que c'est qu'ils ne restent pas dans le bas de la pile, qu'ils les mettent sur le top parce qu'on est vraiment pressé pour bâtir notre école ici à Hamilton. Et il m'a assuré que oui, Marcel, il dit oui, il va faire certain qu'on travaille là-dessus. Puis il m'a dit que c'est qu'il fallait qu'il travaille avec le conseil pour l'argent, je sais pas, pour le transfert des terrains. Et puis j'ai dit, parce que moi j'ai dit, notre conseil, on ne veut pas payer rien. Okay. On veut rester parce que c'est votre faute à vous autres. Ça fait 5 ans que vous nous retardez, que c'est vous autres qui devraient payer. Okay. Et aussi, j'ai assisté à une réunion virtuelle pour l'école Notre-Dame. Et c'était, première classe, c'était vraiment bon. Merci beaucoup. Excellent, merci. D'autres, est-ce que j'ai manqué d'autres personnes? Non. Donc, je passe la parole à notre élève conseillère scolaire, Aniel. La parole est à vous. Merci. Donc, ce mois-ci, dans les écoles, il y a eu différentes versions de la célébration du mercredi décembre. Il y a aussi eu différentes activités, surtout virtuelles pour la Saint-Valentin. Ainsi, les écoles ont souligné le mois de l'histoire des Noirs avec plusieurs activités, surtout virtuelles, mais quelques écoles essaient de mettre en évidence l'art pour célébrer cette occasion. Plusieurs écoles sur le plan plus activités d'hiver essaient d'impliquer leurs élèves, surtout sur les réseaux sociaux, parce que pour la plupart du mois de février, beaucoup des écoles étaient encore en ligne. Donc, il y a des belles activités qui arrivent là. Les écoles, avec le retour en présentiel, plus de précautions ont été prises avec le dépistage, etc. Pour nous, activité des élèves conseillers, nous avons pris part à ateliers intéressants qui ont aidé avec le développement professionnel, ainsi qu'un atelier très intéressant sur le racisme systémique. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions pour l'élève conseillère? Je ne vois pas. Donc, merci. 14, avis de motion sans objet. 15, correspondance. Donc, les correspondances sont aux pages 60 à 90. Est-ce qu'il y avait des suivis ou questions, M. Blais? Oui, merci. Au 15.1, vous avez la note qui parle de fonds fédéraux et justement, la surintendance Iskander vous avait présenté un rapport qui parlait de certains projets que nous avions soumis et qui étaient dépendants
de ce financement fédéral. Donc, je lui passerai peut-être la parole pour vous donner un bref résumé de ce qui a été approuvé comme projet. Merci. Donc, vous vous souviendrez, on avait présenté un rapport, puis on avait indiqué dans ce rapport qu'on présentait auprès du ministère de l'Éducation des demandes pour des robinets sans toucher, pour des portes coupe-feu avec des aimants pour maintenir les portes ouvertes, des stations de remplissage de bouteilles d'eau, parce qu'en ce moment, dans des écoles, toutes les fontaines sont fermées et les écoles utilisent des bouteilles remplissables. Donc, des bouteilles d'eau où les enfants apportent leurs bouteilles d'eau de chez eux à la maison. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été approuvés. On a reçu l'approbation le 23 février. Et l'équipe du service de ressources matérielles travaille en ce moment sur les différents appels d'offres, sur les demandes d'approbation, sur les demandes de prix auprès des différents fournisseurs pour qu'on puisse exécuter tous ces travaux. Le tout doit se terminer avant le 31 décembre 2021. Ça, c'est la date limite pour cette subvention. C'est ce que nous avons comme information à date. Et là, il y a aussi, on travaille avec l'équipe d'approvisionnement ici au Conseil, ainsi qu'avec l'approvisionnement au niveau du ministère de l'Éducation aussi. Ils vont chercher des fournisseurs pour certains équipements qu'on peut aller utiliser et qu'on peut aller installer dans nos écoles. Donc, on va travailler là-dessus afin de pouvoir exécuter le plus rapidement possible différents projets. Si vous avez des questions. Merci, Madame. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, je ne vois pas de questions pour ce point. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les autres correspondances ou communiqués de presse? Non, je ne vois pas. Donc, on continue. Sur la motion de recevoir. Annelle, peux-tu lire la motion, s'il vous plaît? Que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Rapport verbal, activité de la FOCSC, rapport CDA.02, trait d'union 01-2021. Est-ce qu'on a manqué? Compte rendu mensuel des membres. Okay. Compte rendu mensuel des membres du Conseil et correspondance. Un appuyeur, s'il vous plaît. Conseillère Petit Pas. Questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. Ah, excuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? M'excuse. Hey, pas pire, je l'ai fait seulement 3 fois ce soir. M'excuse. Adopté. 17. Questions diverses. 17.1. COVID-19. Mise à jour. Monsieur Blais. Merci. Je vais tout de suite céder la parole à Michael pour qu'elle puisse vous parler des nouveautés dans son dossier préféré. Donc, Michael, la parole est à toi. Bien, c'est notre dossier préféré. Il implique toute l'équipe et toutes les écoles. Et donc, on doit aujourd'hui vraiment saluer nos directions d'école qui ont assuré la réouverture de chacune des écoles. Ça fait presque 2 semaines que toutes les écoles sont ouvertes. Alors, c'est très bien. Les élèves qui choisissent le présentiel sont de retour. À ce jour, je veux dire qu'il y a très peu de cas de maladies dans les écoles.
comparativement où nous étions avant la fermeture des écoles en décembre. Donc, ce sont des cas ici et là. Donc, les mesures, nous en avons parlé un peu plus tôt. Je vais revenir à ça. Donc, il y a des choses différentes avec le retour. L'attente de l'autodépistage actif, c'est-à-dire enregistré par tous les membres du personnel avant d'aller travailler. L'autodépistage actif pour les élèves de la 9e à la 12e année, selon l'attente gouvernementale que nous avons étendue aux élèves de la 7e à la 12e année dans les écoles secondaires, parce qu'il y a un certain raisonnement, ils sont dans le même bâtiment, alors tous les élèves font ça. L'autodépistage actif enregistré depuis la semaine passée par les parents de la maternelle à la 6e année dans les régions de Toronto, de Peel. Et l'autodépistage fait à la maison en se fiant à l'outil du gouvernement qui est sur le site web, qui est qu'on appelle COVID-19 dépistage pour les écoles, avec le questionnaire que le parent doit administrer chez lui avec son enfant avant de partir à l'école. Il y a d'autres mesures. Le port du masque obligatoire de la 1e à la 12e année est en vigueur. De la maternelle à la 12e année dans les écoles de Toronto, Peel et Guelph. Et ça, c'est en raison des recommandations et des attentes des bureaux de santé. Avec cette réouverture, il faut dire que notre relation avec les bureaux de santé publique, elle est encore plus proche et nos relations sont maintenues sur une base quotidienne. Nous sommes en communication avec les représentants sur toutes sortes de questions sur lesquelles nous allons les sonder pour vraiment comprendre les particularités des 13 régions où nous trouvons nos écoles. Si je veux continuer pour arriver au cœur chaud de ce qui nous anime en ce moment dans ce prochain dossier, c'est vraiment tout ce qui a lieu au niveau de la question de dépistage dans les écoles, la notion de test de dépistage même dans les écoles. Je vais dire qu'il y a deux volets de ça. Il y a le premier volet qui va se maintenir, que nous avons connu depuis l'ouverture des écoles en septembre. C'est celui où il y a une part active du Bureau de santé publique. Vous savez que quand il y a un cas de maladie, c'est au Bureau de santé publique qu'on se tourne, ou c'est vers eux qui viennent vers nous. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour informer les communautés scolaires, pour prendre la décision s'il faut fermer des classes. En isolement, qu'il y ait des membres du personnel en isolement. Et ce sont les bureaux de santé publique qui prennent les décisions dépendamment de l'évolution de la cohorte des classes fermées, s'il faut diriger ces gens-là vers des tests de dépistage avec un suivi pour voir justement comment évoluent les taux de maladie au sein de ce groupe ou au sein d'une école. Et ça se poursuit. C'est leur rôle. C'est à eux de continuer de voir au niveau des cas de maladie déclarés positifs. Il y a tout un autre volet et c'est celui que vous entendez parler dans les médias, qui est celui du dépistage asymptomatique, c'est-à-dire d'offrir l'occasion aux parents, aux membres du personnel, à la communauté en général, s'ils n'ont pas de symptômes, de subir un test. Et le gouvernement a fixé des objectifs tout récemment, en a fait part au conseil scolaire partout en Ontario pour certaines cibles que nous devons atteindre. Et les cibles sont les suivantes. Tous les conseils scolaires doivent pouvoir offrir à 5% de leurs écoles, sur une base hebdomadaire, des occasions de dépistage asymptomatique ou rejoindre 2% de leurs élèves. Ce modèle se fait de différentes façons. Il peut se faire par l'organisation de cliniques qui s'installent dans l'école après les heures de classe pour recevoir les élèves et les parents qui viendraient de leur propre volonté. Ce n'est pas obligatoire.
C'est complètement volontaire pour avoir un test. Ça pourrait être pendant la journée scolaire. D'accord? C'est au tout début de ceci. Chaque école de notre conseil, bien certainement à Toronto, le modèle est beaucoup plus avancé. Nos écoles sont associées à un organisme partenaire. À Toronto, chaque école est associée à un hôpital qui mène le projet et avec qui nous collaborons pour identifier les écoles où il y aurait possiblement des tests de dépistage à faire. Les modèles qui flottent en ce moment ou qui semblent mis à l'essai sont ceux qu'on appelle les carrefours, c'est-à-dire qu'il y a une école identifiée centrale et plusieurs autres écoles de la région. Les parents recevraient l'information et pourraient se rendre pour obtenir un test. La semaine passée, c'est le modèle qui a été mis en œuvre à Toronto. Vous aurez entendu parler aussi à propos des fournisseurs, les vendors. Il y a des fournisseurs dans le privé qui sont associés au projet. On parle souvent de Life Labs dans certaines régions. Chaque bureau de santé public et chaque région a ses fournisseurs privés. Nous sommes au tout début dans les autres régions sur notre territoire à avoir les communications locales avec ce fournisseur, avec ce partenaire, avec les autres conseils scolaires pour identifier quel sera le plan. Le ministère s'attend à ce qu'on soumette un plan sur plusieurs semaines où on aurait identifié quelles écoles, les endroits où il pourrait y avoir ces tests offerts. Il y a plusieurs critères dans le choix. Bien sûr, c'est nécessairement les taux de maladie tels qu'on les a connus. S'il y a des éclosions actuelles dans le rayonnement de cette école. L'accès, est-ce que ça faciliterait l'accès des gens à se faire tester? Nous sommes au tout début, on se greffe en partenariat aux discussions. Nous avons cette semaine réussi à faire part de quelques initiatives qui étaient en lien avec Sick Kids et nous avons dirigé 5 écoles, les communautés scolaires de 5 écoles vers cette opportunité. Il y a certains de nos parents et membres du personnel qui se sont prévalus de cette option. Nous sommes en attente de recevoir les données. Pour justement finir, je veux dire, nous reconnaissons que le modèle pour le système de langue française est très différent du système de langue anglaise, c'est-à-dire nous avons de très grandes zones de fréquentation. Donc, il est peu réaliste de vouloir organiser des cliniques dans nos écoles après les heures de classe en s'attendant que les parents et les élèves reviendraient vers l'école à la fin de la journée ou en fin de semaine pour s'y faire tester. Nous partageons cela partout avec les bureaux de santé. Il y a une reconnaissance sur cette réalité-là qui fait en sorte que nous sommes à développer le modèle. Est-ce que c'est plutôt de diriger nos clientèles, nos parents, vers les services offerts dans leur propre communauté, à proximité, dans leur propre voisinage? C'est l'effort que nous avons fait à Toronto dans le modèle où nous avons dirigé vers ce qu'on appelle des pop-up testing. Donc, je suis là pour vos questions. Je sais que ce n'est qu'un survol que je vous ai donné. André m'accompagne beaucoup dans ces discussions. Il est porté à être présent dans plusieurs tables, à plusieurs tables également. Ça fait que je vais lui lancer la parole et on pourra prendre des questions. Merci, Michael. Juste peut-être un seul ajout. Merci pour la mise à jour. C'était de dire, bien qu'on ait dit à nos partenaires qu'on aimerait ça se greffer aux initiatives pour permettre à nos gens d'être testés le plus près de chez eux que possible, on rend évidemment, on a aussi indiqué à nos partenaires qu'on rend disponible nos écoles pour le testing si nos écoles sont stratégiquement les mieux situées. Donc, eux ont des écoles de quartier, ils reconnaissent qu'on transige avec beaucoup de partenaires, beaucoup de bureaux de santé, reconnaissent que notre empreinte n'est peut-être pas aussi grande que la leur dans leur communauté et sont ouverts à l'idée de nous inviter à participer
et à travailler avec eux là, pour assurer qu'on puisse desservir l'ensemble de nos familles du mieux possible et le plus près possible de chez eux. Donc, si vous avez des questions, on se fera un plaisir. Merci. J'ai plusieurs, mais je vais attendre. Madame conseillère Dufour-Seguin. Oui, bien moi, ce n'était pas une question, plus un commentaire. Alors, j'ai assisté, je l'ai fait avec la famille, le test avec SickKids pour asymptomatique. Et je trouve que ça a été super facile, rapide, efficace. Aucun problème. Si j'avais quelque chose à dire, c'est peut-être la distance, mais ça, c'est la réalité des francophones. C'était pas à côté, là. Ça prend quand même une voiture pour s'y rendre. C'est un bon 25 minutes aller, 25 minutes retour. Mais sinon, ça a pris quelques heures avant d'avoir les résultats. C'était très, très rapide. Puis comme c'est le test avec la salive, c'est merveilleux comparé à l'autre dans le nez. Alors, moi, je trouve que c'est super. Excellent, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? Conseillère Thibaudot. Oui, merci. Je me demande juste, étant donné qu'on a un minimum de population à offrir le test, comment vous pensez que ça va se passer, qu'on va atteindre le minimum juste en offrant aux parents et aux élèves la chance d'y aller? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons, là? Et puis, quel est le risque aussi que si on dit, ben allez à SickKids ou allez à l'hôpital général à St. Catharines, l'hôpital général de Welland, qu'il va y avoir plus que notre minimum qui vont y aller? Est-ce qu'on sait? Parce que moi, je penserais qu'il y aura plusieurs personnes qui voudraient le faire s'il y a une possibilité. Je pense que, puis Michael, tu me corriges, là, ce que le Mayo a établi, c'est le seuil minimal. Et donc, on doit donner la possibilité à jusqu'à un certain pourcentage de nos familles de participer au testing. Et ce pourcentage-là est basé sur le nombre d'élèves que nous avons en présentiel présentement dans nos écoles. Donc, les élèves qui sont, par exemple, nos 2400 élèves qui sont en virtuel ne comptent pas dans nos statistiques. Donc, c'est de leur offrir la possibilité ou l'occasion d'être testés, mais ton pourcentage n'est pas basé sur le nombre réel de personnes qui vont choisir ou non d'être testées. Michael, ajoute? C'est tout à fait ça. Du moins, c'est la donnée pour le moment. L'attente pour le moment, c'est de rendre disponible dans des endroits, et je vais insister sur ce point parce que c'est pas nécessairement là, tout le monde qui va l'avoir tout le temps. C'est ciblé en fonction de besoins et identifié. Alors, il se pourrait que dans une région quelconque, il y ait beaucoup d'occasions, dépendamment de l'évolution de la maladie et du fait qu'ils décident d'en offrir plus. Il se pourrait que dans d'autres régions, que ce soit peut-être juste une fois. Ça dépend là, de l'évolution et des recommandations que nous feraient les bureaux de santé publique et de l'analyse des données et des taux d'éclosion dans les écoles. Alors, c'est difficile pour moi, par exemple, de dire est-ce que, tu sais, on va y aller définitivement la semaine prochaine à Welland. Ça va dépendre de l'organisation locale de ça, ça va dépendre de notre recommandation aux fournisseurs, ça va dépendre des autres conseils, ça va dépendre de ce qui se passe au niveau de taux de maladie. Alors, c'est un peu ça quand on nous demande de faire le plan, c'est de voir exactement comment on va y arriver avec la capacité aussi du système et du fournisseur privé également. Alors, je sais que je ne réponds pas nécessairement à votre question, c'est-à-dire, on a pris un départ. Je suis contente de savoir qu'il y a des familles qui sont allées, d'ailleurs, de ce qu'on en fait, mais ce n'est pas la seule fois qu'on va envoyer une communication, par exemple, à Saint-Frère-André. Il va y avoir d'autres occasions qui peut-être seront plus à proximité. Saint-Frère-André a tout le rayonnement du centre-ville de Toronto, il est large. Il va y avoir beaucoup d'autres endroits où on va pouvoir diriger les familles. Et ça dépend aussi des circonstances individuelles.
le temps de « Ah, peut-être, je l'ai vu passer la semaine dernière, je ne suis pas allée, mais peut-être j'ai eu un comportement où j'ai été quelque part, où j'étais en contact, ou peut-être je n'étais pas suffisamment protégée, j'ai fait une gaffe ou je n'ai pas été prudent. Je veux le savoir. Okay? Fait que, tu sais, ça dépend des circonstances des individus aussi. Excellent, merci. Je me demande juste un peu, est-ce qu'on a accès aux résultats pour nos écoles, à savoir, il y en a peut-être qui sont asymptomatiques, il y en a peut-être 10 ou est-ce que c'est juste le bureau de santé qui a accès à ça ou est-ce que le conseil et puis les écoles individuelles vont l'avoir aussi? Ma compréhension, puis on a eu une rencontre justement aujourd'hui au CODEF, le sous-ministre était là avec, le sous-ministre adjoint était là avec une des sous-ministres adjointes qui pilote ce projet-là. Notre compréhension, c'est que les fournisseurs ne peuvent pas se tourner et donner les résultats directement au conseil. Les partenaires vont donner les résultats au ministère de l'Éducation et eux vont inclure ça dans leur base de données. C'est bien ça, Michael? Oui, alors les données officielles sont prises dans le macro, le gros, mais évidemment, comme dans tout cas, il y a un cas de maladie, disons qu'il y a un cas asymptomatique d'un élève dans une école qui a été identifié. Ça va aller au bureau de santé publique, le bureau de santé publique va suivre avec cette famille, c'est une personne qui a la maladie. Okay. Donc, l'école va être informée, ils vont entreprendre, le bureau de santé publique va entreprendre son processus d'analyse de la cohorte, etc., comme on avait avant. C'est un cas de maladie. Fait que c'est comme ça qu'on va pouvoir l'administrer. Mais est-ce que nous allons, comme conseil scolaire, publier le nombre de cas qui sont asymptomatiques, etc.? Non. Non. OK. Non. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, j'aurais une couple de questions, Michael. Qu'est-ce qui va arriver? Premièrement, est-ce que nous avons des fournisseurs qui vont offrir des services en français? Life Labs, ce n'est pas un lab francophone. Je vais laisser André parler de ça. Merci. Ça a été adressé. Merci. La demande a été faite et je pense que la réponse a été oui. Par contre, nous, on fait affaire, il y a des conseils, comme pour les bureaux de santé, qui font affaire avec un seul fournisseur. Et on a demandé que ça soit le cas pour nous autres, mais la réalité présentement fait que ce n'est pas le cas. Et bien que la réponse était oui, puis on prend bonne note, je pense que la réalité sur le terrain va être que le fournisseur sont là pour traiter autant de personnes que possible ou tester autant de personnes que possible. Et bien que ce soit notre vœu pieux qui ait été partagé, je n'ai pas entièrement confiance qu'à chaque site où nous, on va émettre une invitation à nos familles, qu'il va y avoir quelqu'un là de francophone pour les accueillir. Merci. Et je sais que vous avez commencé les modèles dans plusieurs régions. Qu'est-ce que le conseil a pensé? Comment est-ce que le conseil va répondre à, par exemple, des régions? On reçoit plusieurs demandes en même temps. À différentes régions qui veulent voir du testing dans une certaine école. Donc, comment est-ce que, avec 13 bureaux de santé qui pourraient demander aussi des testings, de dépistage, est-ce qu'il y a un contrôle sur ce processus pour un conseil comme le nôtre? Il y a, puis encore, Michael, là, tu me corriges ou tu interviens quand tu veux, il y a certaines régions où le bureau de santé a simplement dit on n'a pas la capacité d'être impliqué dans ce processus-là et ça va être plutôt les partenaires qui vont échanger ou planifier avec les conseils scolaires. Dans d'autres régions, le bureau de santé pourrait être activement impliqué. Donc, c'est un petit peu, Michael et son équipe là, participent aux appels, aux visioconférences, aux différentes tables. Michael est là, je suis à d'autres pour tenter de voir là, justement quel est le plan dans les différentes régions et comment est-ce qu'on peut travailler le mieux en équipe.
Le ministère de l'Éducation a donné des dates et des échéanciers qui sont quand même ambitieux. Hein. On annonce ça la semaine prochaine pour du testing qui doit être mis en place cette semaine. Nous, chez les francophones, on a eu notre session de information avec notre sous-ministre aujourd'hui seulement, bien que le testing se passe déjà. Mais bref, le message est on fait ce qu'on peut dans la mesure du possible avec l'information qu'on a, puis on va ajouter tranquillement, pas vite, d'autres régions. Michael a préparé et soumis, je pense, notre plan au ministère de l'Éducation aujourd'hui. Donc, on a répondu à nos obligations. Je pense qu'on va atteindre notre cible cette semaine, puis on va y aller de semaine en semaine en parlant et en transigeant avec l'ensemble des partenaires partout. Michael? C'est exactement ça. Et je vais vous dire que on s'est départagé la tâche. L'équipe de liaison communautaire a établi de très beaux liens avec les bureaux de santé. On pose la question, qu'est-ce qui se discute, etc. Mais ça va vraiment revenir, par exemple, au lead que va prendre le ministère. Ils ont aussi organisé, par exemple, hier, une rencontre, par exemple, dans la région de Waterloo. Ils ont réuni le fournisseur du privé et les conseils scolaires pour justement créer ces liens. Les introductions, qui fait quoi, etc. Puis là, bon, on va voir qu'après ça, il va y avoir probablement une table là, qui va être formée où ça va, OK, il va falloir qu'on se fasse un groupe de planification. Certainement, on va être présent et on va être à l'écoute de ce qui se dessine. On va surveiller ce qui se passe avec l'évolution de la maladie dans les autres écoles aussi. Là. Il y a nous, mais on est dans une communauté. C'est pas une affaire qui appartient à un conseil scolaire ou à un autre. Quand tu vas organiser un centre, un endroit pour le dépistage asymptomatique, tu vas inviter le monde de d'autres conseils également. Ce n'est pas une action unique d'un conseil. Là, okay? C'est un projet de santé publique qu'on fait ensemble. Alors, si nous, on reçoit, on décide que oui, notre école est très bien située avec un périmètre où il y aurait beaucoup d'écoles qui pourraient venir ou une communauté qui pourrait apprécier, ce serait logique qu'on soit l'école qui accueille cette clinique-là. Chose certaine qui commence à se dégager, c'est peut-être plus... Les conseils ont des préoccupations à faire ceci pendant la journée scolaire. Okay? Vous comprenez d'ouvrir une école pour recevoir plein de ce qu'on appelle des feeder schools, etc. pendant la journée scolaire n'est pas un modèle sécuritaire en temps de COVID. Ça prend de la supervision, ça prend du personnel pour diriger tout ça, ça augmente le niveau de risque. Alors, il semble y avoir un consensus qui se dégage entre le conseil scolaire, qui c'est mieux de faire ça après la journée scolaire, pendant les fins de semaine. Alors ça, c'est un gros système, on parle de tout l'Ontario, on chemine tous là-dedans. Éventuellement, les modèles, ils vont se déterminer. Si je vois la région de Durham, par exemple, déjà une très belle collaboration du Bureau de santé publique de Durham. Ils nous ont fourni énormément de données pour rassembler. Il y a des tables, ils vont nous aider dans la prise de décision, mais ils n'ont pas la capacité organisationnelle pour l'organiser. Ils sont déjà occupés, eux, à traiter des cas dans les écoles, déjà. Okay? Ils ont leurs infrastructures dédiées à ça. Ils ne peuvent pas entreprendre également toute cette démarche d'asymptomatique. Excellent. Merci, Michael. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, ce sujet-là, mais j'ai une autre question. OK. Je vais juste partager un autre update sur ce sujet-là. Il y a eu une mise à jour concernant les nouveaux cas dans la région de Niagara avec 6 variantes déjà et sont toutes liées à le Grand Toronto. Donc, notre docteur Higé craint que si la province déclasse notre région, qui est maintenant gris au rouge, nous aurons une autre vague dans la région. Donc, on a trouvé ça intéressant aujourd'hui de la part de notre bureau de santé.
J'avais Claire, conseillère Thibodeau. Oui, ma question, c'est par rapport à la formation. Moi, j'ai participé à la première formation d'Osgood par rapport aux pratiques antiracistes des conseils scolaires ou toute cette sensibilisation-là qu'on a eue. Puis moi, ça fait quand même quelques mois que je pense, suite à un commentaire qu'une de nos anciennes conseillères élèves avait fait à la fin de l'année dernière, qui est qu'on ne devrait pas penser que le racisme n'existe pas dans nos écoles, en lien avec qu'elle avait été elle-même victime d'un acte raciste et qu'elle avait été témoin aussi. Je ne me rappelle plus c'était lequel. Et ça c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps. Puis suite à la formation qu'on a eue, moi, je l'ai eue la semaine passée, le 17, je crois, février. Je n'ai pas eu encore la deuxième formation. Puis j'en ai justement parlé à conseillère Godbout. Puis ensuite, aujourd'hui, ça donne bien. On avait la présentation du comité PNMI, c'est ça? Première Nation, Métis et Inuit. On a un comité en place parce que c'est mandaté par le ministère. Mais je ne pense pas, en tout cas, je n'ai jamais vu une présentation, puis je ne me rappelle pas d'avoir eu l'information par rapport à un comité semblable à celui dont on nous a présenté ce soir, par rapport justement à s'assurer d'un milieu antiraciste dans nos écoles multiculturelles qui est en lien avec les élèves de couleur, autres qu'autochtones, parce qu'on a déjà notre comité autochtone. Donc, c'est quelque chose que il est tard, là, il n'y a pas le temps de jaser de ça, je pense, ce soir, mais que j'aimerais qu'on apporte à la prochaine réunion de travail par rapport à comment on traite de ce sujet-là, qui est très important aussi. Nos élèves, nos enfants de couleur dans nos écoles, est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Parce qu'il y a même des cas, ils me donnaient des exemples d'enseignants, des pratiques d'enseignants qui sont racistes. Donc, j'aimerais ça qu'on traite de ce sujet-là à la prochaine rencontre du comité de travail. Merci, Claire. M. Blais? J'allais simplement dire, il me ferait plaisir d'en parler au comité de travail. Pas certain que j'aurai la chance de préparer un rapport là, par rapport à ça, mais on peut définitivement en parler. On s'était engagé, suite aux commentaires de notre conseillère élève, d'offrir certains ateliers de sensibilisation à nos directions, à nos leaders scolaires. Et on a respecté notre engagement. Là. Nous avons déjà fait une partie 1 et justement, nous avons 2 journées consécutives de réunion des directions les 4 et 5 mars et c'est encore une partie majeure de la programmation qui va être offerte là, à nos directions. Donc, on pourra certainement faire du pouce. Là. Suite à cette rencontre-là, justement, le timing va être bon. Nous allons avoir le comité de travail qui suivra. Je ne m'attends pas à un rapport, là. J'aimerais juste qu'on ait une discussion par rapport à ça et on voit qu'il y a déjà une initiative, mais quels sont les après ça dans un plan d'action concret? Merci. Merci, André. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas, donc on continue le point 18. Madame Chantal peut terminer l'enregistrement car la levée de la réunion ordinaire du Conseil à 21h10.